Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 20 août 2022, dont voici le sommaire. Le détournement des vivres destinés aux prisonniers sous les verrous accentue la situation alimentaire déjà déplorable dans les maisons carcérales du Burundi. Alerte faite par l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger à travers son rapport de ce mois d'août. Au sommaire également, les membres du corps de défense et de sécurité ne sont pas concernés par la nouvelle politique salariale qui s'appliquera à tous les employés du secteur public, a annoncé le porte-parole du gouvernement après l'analyse d'une note détaillée relative à la mise en application de cette politique par le Conseil des ministres tenu en date du 17 août 2022. La régie des eaux n'est plus capable de servir toute la ville de Bujumbura en eau potable. Vous aurez les explications dans cette édition. Débutons ce journal par ce rectificatif. Le général C.C. Ndaïsaba n'est pas parmi les prisonniers décédés en prison comme cela a été dit dans notre édition d'hier, mais plutôt parmi ceux qui ont eu difficilement le droit d'aller se faire soigner après une longue période de maladie en prison. En page des droits de l'homme, le détournement des vivres destinés aux prisonniers sous les verrous accentue la situation alimentaire déjà déplorable dans les maisons carcérales du Burundi. C'est du moins le constat fait par l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger à travers son rapport de ce mois d'août. Cette organisation précise que ces actes de détournement sont implicitement légalisés par les autorités pénitentiaires. Marie-Ange Irakoze nous fait le point. Les prisonniers se trouvant dans différentes prisons centrales du Burundi bénéficient d'une alimentation insuffisante, une situation qui s'aggrave avec le détournement des vivres alloués aux locataires de ces pénitenciers. Dans son rapport sur les réalités qui prévalent, l'Association pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger et SDDHD montre qu'une carence des stocks s'observe répétitivement sur plusieurs jours, voire des semaines, dans les différentes prisons, et cela depuis plus d'une année. En effet, tout détenu a droit à 350 grammes de haricots et 350 grammes de farine de manioc ou de maïs et que par conséquent, les prisonniers parviennent très rarement à avoir une quantité suffisante pour des repas pendant la journée, comme le révèlent les activistes de l'association et SDDHD. De surcroît, les témoins oculaires rassemblés au sein de l'association et SDDHD indiquent que, bien qu'elle soit insuffisante, cette quantité prescrite ne parvient malheureusement pas en sa totalité aux bénéficiaires, à savoir les détenus. Et SDDHD révèle qu'au sein de ces pénitenciers, on assiste plutôt à un détournement par les détenus dits capita et les chefs de chambre. De même, l'association et SDDHD indique également que les détenus se trouvant dans l'incapacité notoire de s'acheter du bois de chauffage sont mensuellement soutirés de leur quote-part à la restauration à moindre coût. Cette pratique, connue sous l'appellation de Gushira Kuri Kibisi, est opérée par les mêmes détenus dits capita et d'autres chefs dont la capacité financière le leur permet, précise toujours et SDDHD. Les activistes membres de cette association soulignent que cette situation entraîne ainsi le parasitage, étant donné que ces prisonniers démunis deviennent une charge pour leurs colocataires. Pire encore, l'association ESDDHD déplore que ces exactions sont implicitement légalisées par les autorités de différentes maisons de détention pénitentiaire. En conséquence, ces actes de détournement affectent négativement la santé physique et mentale des détenus qui sont obligés de mener une vie déplorable, conclut l'association pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger, explique toujours ESDDHD.
Pourtant, l'association ESDHD rappelle que le ministère ayant les affaires pénitentiaires dans ses attributions est tenu de s'assurer que les détenus reçoivent une alimentation suffisante midi et soir et l'instar du standard de vie d'autres citoyens en vertu de l'article 31 du régime pénitentiaire et de l'article 54 du règlement d'ordre intérieur des maisons carcérales. En page de gouvernance, je vous le disais en titre, les membres du corps de défense et de sécurité ne sont pas concernés par la nouvelle politique salariale qui s'appliquera à tous les employés du secteur public, y compris ceux ayant des statuts spéciaux. Cela fait partie des conclusions sur l'analyse d'une note détaillée relative à la mise en application de cette politique vis-à-vis des statuts spéciaux faite par le Conseil des ministres tenu en date du 17 août 2022. Les ministres de tutelle ont été recommandés de bien expliquer cette politique salariale aux forces de l'ordre et de sécurité. Suivez plutôt Prosper Ntagwamiye, secrétaire et porte-parole du gouvernement du Burundi. Avec la politique salariale pour le secteur public burundais, les composantes de la structure de rémunération sont les suivantes. Une part indiciaire qui tient compte de la qualification au recrutement et à l'ancienneté. Une part emploi qui tient compte de l'emploi effectivement occupé, suivant la classification et la cotation des emplois qui ont eu lieu suivant les critères clairement définis qui sont les suivants. La qualification requise pour accéder à tel ou tel autre emploi décrit dans le rapport de classification, la complexité et la technicité liées à l'emploi occupé, les facteurs contextuels comme l'environnement du travail, les contraintes liées à l'occupation d'un emploi, etc. Le degré de responsabilité, capacité d'adaptation, implication dans la planification, etc. Une part performance comme complément ponctuel de rémunération qui tient compte du mérite individuel ou collectif. Une part liée à la situation individuelle d'un fonctionnaire ou un agent public comme les allocations familiales. En ce qui concerne sa mise en œuvre, cette politique salariale s'appliquera à tous les employés du secteur public, quel que soit leur statut. Après échange sur la note, le Conseil des ministres est abouti aux conclusions suivantes. Reformuler le titre de façon à montrer que les corps de défense et de sécurité ne sont pas concernés. Réécrire le contenu de la note sous forme d'un arrêt du Premier ministre. Mettre en place une équipe technique permanente de haut niveau pour une certaine durée qui va appuyer les structures concernées dans la mise en œuvre de cette politique. Que les ministres en charge de la sécurité publique et de la défense nationale organisent des causeries morales dans leurs corps respectifs pour que les policiers et les militaires ne fassent pas une interprétation erronée de cette politique. Que le ministère en charge de la fonction publique, avec les syndicats, organise un panel médiatique d'explication de la nouvelle politique salariale et de l'ajustement salarial pour que les fonctionnaires ne continuent pas à en avoir une compréhension erronée. C'était Prosper Ntagwamiye, secrétaire porte-parole du gouvernement du Burundi. Après cette petite transition, nous parlons économie. Le Burundi ne devrait pas s'aligner derrière la Tanzanie à refuser le visa unique pour les touristes qui visitent les pays de l'Afrique de l'Est. Analyse faite par Janvier Désiré Nkurunziza, professeur-chercheur dans différentes universités. Il a annoncé cela lorsqu'il présentait ce vendredi son analyse au cours d'une conférence débat organisée par la Banque de la République du Burundi. Professeur Janvier Désiré Nkurunziza indique que la Tanzanie possède ses propres touristes qui visitent divers milliers touristiques de ce pays. Il conseille plutôt au gouvernement burundais de viser ses propres intérêts. Il faudrait que le Burundi puisse s'arrimer à la région pour profiter justement des touristes qui viennent voir notre pays dans la région. C'est pour ça qu'en termes de stratégie, moi je dirais que le Burundi devrait s'arrimer, inscrire sa stratégie dans le schéma touristique de l'East African Community. Okay? Par exemple, je ne sais pas si cette stratégie a été adoptée au Burundi, la stratégie du visa unique. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai entendu parler que le Burundi aurait refusé d'adopter le visa unique East Africa pour des raisons que je ne comprends pas, alors que d'autres pays l'auraient adopté, peut-être à part la Tanzanie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Tanzanie peut-être n'a pas besoin de ce visa unique. Pas autant que le Burundi en tout cas. Pourquoi? Parce que la Tanzanie a ses propres touristes. Moi je vais tous les mois d'octobre à Arusha. Les avions sont bondés de touristes qui vont
leurs touristes qui vont en Tanzanie directement. Ce n'est pas la même chose que le Burundi. Le Burundi peut-être aura de la peine à mobiliser autant de touristes qui viennent visiter le Burundi, qui viennent visiter le pays. Alors qu'est-ce que le pays devrait faire? En adoptant le visa unique, la personne qui vient visiter la Tanzanie ou le Kenya ou le Rwanda peut passer 2 jours au Burundi, ok? Peut venir faire 2 jours de tourisme au Burundi et puis repartir en utilisant le visa africain qu'il aura. Alors si la Tanzanie n'a pas besoin de ce visa unique, c'est pas la même chose pour le Burundi. Donc pour moi, le pays devrait penser à ses propres intérêts et puis savoir faire des choix qu'il faut. Et puis bon, il faudrait que, je ne connais pas exactement la stratégie du tourisme au Burundi. Bon, mais pas juste la stratégie, ce que le pays fait de manière pragmatique. Mais il faudrait peut-être aussi entrer dans des négociations avec les tour operators, les compagnies aériennes, pour que le prix du billet d'avion puisse être accessible, pour que les touristes puissent venir de nombreux au Burundi. Mais bon, je pense que, comme on dit en anglais, quick win, la chose la plus facile à faire, à mon avis, ce serait vraiment d'adopter le visa unique. Ça, c'est juste une mesure. Et puis, je pense que ça pourrait commencer à pousser les touristes à traverser en fait la frontière vers le Burundi. Mais s'ils doivent chercher un visa pour la Tanzanie, puis un visa pour le Burundi, non. Il va aller en Tanzanie, il y a assez à voir en Tanzanie, et puis le touriste va rentrer chez lui. En page de gouvernance, l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT a procédé à la fermeture de la société de télécommunications La SEL, communément appelée Smart Burundi. L'ARCT reproche à Smart de n'avoir pas honoré ses engagements liés au paiement de l'intégralité des arriérés dus à l'État du Burundi. De son côté, la SEL Burundi affirme avoir payé tous les arriérés sauf les taxes de facture courant émises entre juillet et août de cette année. Rédacteur avec Eric Nyonzima. Dans la correspondance de référence ARCT bar 1773 bar SM bar ND.I bar 2022 que l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT a envoyé à la Société de télécommunications Smart Burundi en date du 18 août 2022, cette agence indique qu'elle a rappelé à Smart Burundi que le renouvellement de sa licence est conditionné par le paiement préalable de la totalité des arriérés dits à l'État du Burundi avant le 18 août 2022. Une date qui indiquait la fin du délai de grâce de 2 semaines à compter du 5 août 2022. Toutefois, dans cette lettre, ARCT indique que Smart Burundi n'a pas honoré ses engagements et que par conséquent, cette société devrait fermer son réseau mobile, faute de quoi des mesures contraignantes seraient prises. Une mesure qui a directement été mise en application par Smart Burundi. Pourtant, dans la lettre de référence, la SI bar 176 par DEJ bar 2022, que Smart Burundi a répondu à ARCT, elle montre que toutes les arriérés dits à l'État du Burundi sont payés et que ces paiements sont reconnus par l'OBR. Smart Burundi précise en effet que les factures actuelles émises entre juillet et août 2022 sont les seules impayées qui existent et d'affirmer par la même occasion que la société La SEL, si communément appelée Smart Burundi, n'a pas d'arriéré d'impôt comme prétendu dans la lettre lui envoyée. Merci à toi Eric Nyonzima. Sur le chapitre des nouvelles de la société, les stations de pompage de la régie des zones ne sont plus capables de servir toute la ville de Bujumbura en eau potable. C'est du moins les explications de la régie des eaux quant à la problématique de l'eau potable dans pas mal de quartiers de la ville de Bujumbura et certaines zones de la commune de Mutimbuzi. Comme remède, la régie des eaux compte se doter de nouveaux équipements et d'ici le mois de janvier, les quartiers du nord de Bujumbura pourront être normalement servis en eau potable. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Les stations de pompage SP1 et SP2 qui distribuent la quasi-totalité de l'eau dans la mairie de Bujumbura ont été installées en 1985. Il était prévu que ces stations distribuent de l'eau jusqu'en 2005, ce qui signifie que tous les quartiers nés après 2005 ne devraient pas avoir de l'eau, car la régie des eaux n'a pas suivi le rythme de l'agrandissement de la ville pour la production de l'eau nécessaire. C'est du moins les explications de la régie des eaux quant à la crise dans la distribution de l'eau potable
potable à mairie de Bujumbura. Il y a aussi l'usure du réseau suite aux années de service sans renouvellement, a précisé le service de communication de la Régie des eaux dans un entretien écrit que le service de communication de la Régie des eaux a accordé à la rédaction de la RPA. Une troisième raison avancée par ce service est que certaines sources gravitaires en provenance des collines se combattent pendant la saison sèche diminuent le rendement. Ainsi donc aujourd'hui, la Régie des eaux procède par l'alternance dans la distribution de l'eau à mairie de Bujumbura, a déclaré le service de communication de cette entreprise. Pour le réseau usé, le service de communication fait savoir que la Régie des eaux est en train de commander chez les fabricants des équipements tels que les tuyaux et autres accessoires pour exécuter les travaux de captage et d'exploitation des sources de Matiazo, Mubimbi et Butaganzwa. Si rien ne change, précise ce service de communication de la Régie des eaux, la source de Matiazo commencera à alimenter en eau potable les quartiers du nord de la capitale économique d'ici le mois de janvier. Et pour les quartiers du sud de Bujumbura, la Régie des eaux fait savoir qu'au cours de cette année budgétaire, il est prévu le renforcement de l'alimentation en eau potable par le système de forage. Concernant la zone Lukaramu, qui se retrouve des fois avec de l'eau sale, la Régie des eaux déclare qu'il peut arriver que les techniciens ne fassent pas de l'entretien du réservoir dans lequel est stocké l'eau destinée à cette zone. Cette entreprise appelle la population de Lukaramu à signaler de tels cas chaque fois qu'il se présente. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Au chapitre réfugiés, le manque d'hygiène est l'un des défis majeurs auxquels font face les femmes burundaises à la quête d'asile au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Elles indiquent que leur sureffectif, de même que la pauvreté pour s'approvisionner en produits élémentaires, surtout se procurer le kit de dignité pendant leur période menstruelle, exacerbe la gravité de ce manque d'hygiène. Le point avec le vice-seigneur Mungere. La pauvreté excessive est l'une des raisons majeures qui fait que les femmes burundaises demandeuses d'asile au Cameroun Nakivale en Ouganda éprouvent de difficultés à assurer de la propriété comme ça devrait l'être pour une femme digne de soi. Comme l'ont révélé certaines d'entre elles, ces femmes sont dans les capacités de se procurer l'essentiel d'objets nécessaires pour l'hygiène. En plus de leur effectif trop élevé, l'une de ces femmes fait savoir qu'elle ne parviennent pas à s'acheter du savon et moins encore les serviettes hygiéniques. Nous ne pouvons pas avoir du matériel nécessaire. Le manque d'hygiène n'est plus un secret ici. Nous essayons de nous entraider en partageant des habits pour ceux qui ont plus de 2 habits, mais c'est toujours difficile. Concernant le savon, il est plus cher et nous ne pouvons pas nous le procurer. Pareil pour les serviettes hygiéniques. Cela est réservé à celles qui ont accès au travail et à la carte de réfugié peut-être. Le manque d'hygiène s'accentue surtout à cause de ce grand effectif de celles qui sont ici. Pire encore, à côté de ce manque d'hygiène, ces femmes, il faut savoir qu'elles manquent aussi d'eau potable. Même la promesse qu'elle avait fait qu'elle va les parvenir dans des semaines n'a pas été honorée. L'hygiène pour quelqu'un peut être possible quand il y a de l'eau propre, du savon et des habits. Mais pour ce qui concerne l'eau potable, il nous l'avait promis en disant qu'elle sera disponible dans 2 semaines. Mais rien n'a été fait jusqu'ici. Quand nous nous rendons à la rivière, il y a des gens qui éprouvent de la pitié pour nous et nous donnent un bidon de 20 litres pour qu'on puisse le partager à 2 ou à 3. Vous comprenez qu'avec cette quantité d'eau, tu ne peux pas te laver, faire la lessive et autre chose. Concernant les latrines, nous avons une seule latrine ici. En effet, le manque d'hygiène est aussi favorisé par le sureffectif de ceux qui sont ici. Ces femmes burundaises demandeuses d'asile au Cameroun Nakivale se trouvent à un endroit appelé Kabazani, nos sources. À Nakivale, il faut savoir qu'elles viennent de passer à peu près 6 mois, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas encore eu aucune réponse pour ces différents problèmes. Merci à toi aussi, vice-seigneur Mungere. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur l'encadrement des enfants dans la période des vacances. Ce mini-magazine vous est présenté par Karine Doussare. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios
Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi y'abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le début du mois de juillet, les écoliers et les élèves des différents établissements scolaires burundais sont en grandes vacances. Cette période de 2 mois permet d'un côté à ces vacanciers d'acquérir des connaissances autres que celles apprises à l'école. Mais d'un autre côté, si ces vacanciers ne sont pas bien encadrés, ils peuvent acquérir des comportements menant à leur destruction. Que conseillent les éducateurs pour que l'encadrement des enfants soit une réussite? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 20 août 2022. À la présentation, Karine de Sabé, bienvenue. Certains élèves indiquent qu'ils se sont occupés des travaux ménagers la plupart du temps durant ces grandes vacances. Ceux-ci se sont entretenus avec Émile Nibasumba de la RPA. Dans les grandes vacances, je fais la cuisine, je prépare le riz, le haricot, la pâte de manioc pour 2 personnes. Je fais la vaisselle, la lessive, le lit. Nous avons aussi rendu visite à notre grand-mère et nous a montré Urusio, son moulin traditionnel et les habits en écorce de bois. Comme je suis footballeur, nous avons livré plusieurs matchs et j'ai eu beaucoup d'amis. J'aide aussi les parents en ce qui concerne les travaux ménagers. Je montre aussi à mes petits frères comment s'effectuent ces travaux ménagers. Comme la saison culturelle a démarré, je me lève à 8 heures pour aller cultiver. Je rentre à 11h30 minutes. Je prends le déjeuner et je me repose un peu. Je me réveille ensuite pour donner le fourrage aux vaches. Vers 17 heures, je prends la douche pour me rendre ensuite chez les voisins pour causer avec mes amis de ma génération. Et je rentre à la maison vers 19 heures. Durant ces grandes vacances, ma mère m'a appris à utiliser l'ordinateur. À l'école, je n'avais pas bien compris son utilisation. Mais aujourd'hui, je sais écrire avec le laptop et beaucoup d'autres choses. Les parents interrogés par nos collègues de la télévision Renaissance reconnaissent que la période des vacances n'est pas une occasion de dormir, plutôt une période d'apprentissage. Ceux-ci ont choisi d'encadrer leurs enfants par des travaux ménagers. Il n'est pas facile d'occuper les enfants pendant ces périodes de vacances. Surtout que on trouve que dans nos familles, ce n'est que des activités ménagères. Aider les autres à torchonner, aider le groupe à faire des activités ménagères, même plus que ça. Organiser les activités, les propres activités, soit ils jouent au ballon, soit ils vont au lac pour nager, à proprement parler. Il est difficile de gérer les enfants pendant ces périodes de vacances dans notre province de Mongue. On attendait à ce que l'administration organise quelquefois de organiser les camps de travail ou autre chose, mais pour ces périodes de vacances, l'administration n'a pas organisé ces moments de réunir les élèves, en fait d'essayer à leur donner des activités pour les occuper pendant cette période de vacances. J'ai initié mes enfants aux travaux ménagers. Ma fille particulièrement, je l'ai appris à faire son lit correctement. Il y a ceux qui sont dans des clubs sportifs, ils ont pu organiser des matchs inter-clubs. Moi, en tant que parent, j'ai prévu une balade avec mes enfants à la plage au bord du lac Tanganyika, en attendant que la période de vacances prenne fin. Pour Eulalie Nibidi, éducateur et en même temps parent, l'encadrement des enfants dans la période des vacances nécessite une planification bien avant cette période. Pour elle, cet encadrement n'est pas seulement le rôle des parents, mais celui du gouvernement. La première chose, c'est de le faire même avant les vacances, planifier les vacances, c'est-à-dire engager une causerie avec les enfants afin de voir leurs besoins, leurs intentions. Et une fois que les parents auront recueilli leurs intentions, ils peuvent se réunir avec d'autres parents et vérifier les familles qui ont les mêmes résultats. Et ils peuvent s'organiser afin que les enfants dans le même quartier
puissent s'occuper des mêmes activités pendant les vacances sous la supervision des parents. Ainsi, cela exige que les parents s'organisent de leur côté et qu'ils constituent un comité, lequel comité peut contribuer à l'encadrement des enfants, peut contribuer au suivi et vérifier si les activités qui ont été identifiées comme prioritaires pour les enfants sont des activités bénéfiques, des activités qui ne sont pas une perte de temps. Et dans ce cas, il y a moyen de collaborer avec l'administration, par exemple pour les locaux. Et les autres activités qui peuvent être organisées, ce sont les activités domestiques. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le petit commerce, il y a donc le monde des affaires et les métiers. Les enfants peuvent aider les parents dans ces travaux domestiques qui constituent en fait la source de revenus pour les ménages. Mais aussi, l'organisation du travail en vacances, c'est pas le rôle seulement des parents. Il y a le rôle du gouvernement. Le gouvernement qui doit planifier au niveau national, mais aussi, il y a aussi le rôle économique. Il y a des promoteurs des emplois vacances, il y a des promoteurs des activités qui peuvent occuper la jeunesse, les promoteurs des emplois jeunes. Le gouvernement pourra leur faciliter le travail, même s'il y a des activités pendant les vacances, que les parents n'occupent pas les enfants avec des activités qui dépassent leur âge, c'est-à-dire un travail de surménage, un travail qui risque d'endommager sa santé, mais aussi qui risque aussi de mettre en danger la sécurité morale et de l'enfant. Vous venez d'entendre que l'encadrement des enfants en vacances est une opportunité de profiter de cette période chômée des écoliers et élèves pour leur inculquer les valeurs et les connaissances que celles apprises à l'école. C'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Karine Doussabé, j'étais à la présentation. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Karine Doussabé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Bon week-end à tous.